Là, on a vu un peu de manière assez succincte les problèmes aujourd'hui liés au harcèlement et cyberharcèlement qui touchent majoritairement les jeunes, et on a pu le voir par rapport aux différents dires des intervenants et intervenantes, mais de nombreuses actions aujourd'hui sont mises en place, de nombreux outils sont mis en place pour prévenir, faire de la prévention, sensibiliser les publics, mais aussi les jeunes. Par exemple, on a des interventions, il y a des associations qui viennent faire des interventions en direct auprès des établissements scolaires, mais aussi auprès des parents. Il y a aussi des applications qui existent, notamment celles que vous avez avec 3018. On peut aussi citer, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais l'association Marion, La Main Tendue, avec leur application Colibri App. Au sein des CMA aussi, on a sorti une application pour sensibiliser les jeunes à la suite d'un projet européen qui s'appelle Youth Against Cyberbullying. Donc il y a beaucoup d'outils qui existent, il y a aussi des sites internet, il y a aussi des comptes Instagram comme le vôtre Stop Ficha, mais il existe aussi d'autres comptes Instagram, il y a aussi d'autres associations comme le Centre Hubertine Auclair qui traitent de ces sujets-là et qui forment des personnes qui interviennent aussi auprès des publics directement. Moi, je trouvais ça assez intéressant, au lieu de dépeindre seulement un aspect négatif autour du cyberharcèlement, de tout ce qui se passe, c'est aussi de montrer les outils qui existent aujourd'hui et quel type de prévention, de sensibilisation sont mis aujourd'hui en place. Je vais laisser la parole à Samuel Gomblès pour nous expliquer un peu ce que vous faites chez e-Enfance, quelle prévention vous mettez en place, comment vous accompagnez les publics, mais aussi notamment les victimes, mais aussi les parents, pour aller jusqu'au bout. Et notamment aussi voir au niveau des dossiers que vous pouvez accompagner, combien de dossiers avez-vous par an et combien de dossiers vont jusqu'au bout, jusqu'à une punition de la personne qui harcèle une victime. Ok, alors ça fait beaucoup de questions, mais je vais essayer de tous les reprendre. Donc peut-être une petite présentation quand même de e-Enfance, hein, sinon on ne va pas comprendre de où je parle. Donc l'association e-Enfance, elle existe depuis 17 ans, depuis 2005. Elle a été créée, j'ai toujours tendance à le dire comme ça, par des visionnaires, parce qu'en 2005, il n'y avait pas grand-chose. Hein, les réseaux sociaux venaient tout juste de commencer. Facebook avait 1 an. Il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de cyberharcèlement tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc il y avait les skyblogs. Il y avait les skyblogs, effectivement. Il y avait voilà, Avec des choses avec déjà des problématiques. Il y avait d'autres problématiques. Hein. Il y avait déjà la pédophilie en ligne, l'exposition des mineurs à la pornographie et l'hyperconnexion des jeunes aussi aux jeux vidéo. C'était des sujets déjà de l'époque. Donc l'association est née avec l'idée de faire de la prévention justement sur ces outils tout nouveaux dont les jeunes évidemment étaient très friands. Et donc là, alors je ne vais pas faire tout l'historique parce que 17 ans ça va être long, je vais plutôt vous parler d'aujourd'hui de ce que l'on fait. Donc en fait on fait de la prévention à partir du CP, dès 6 ans. On a fait le choix d'intervenir très tôt. On intervient de plus en plus tôt à tel point que je pense que assez rapidement on sera en maternelle, puisqu'on nous fait on a beaucoup de demandes dans les classes de maternelle, voire aussi en crèche. On m'a fait des demandes en crèche cette année. Alors pas pour parler du harcèlement des enfants, hein, je vous rassure, parce que j'espère, hein, je ne suis pas encore été, mais je suis pas encore allé, mais on verra bien. C'est plutôt évidemment des temps de connexion et des problématiques autour de l'exposition des mineurs à des images qui ne leur sont pas adaptées. En tout cas, on commence tôt et dès 6 ans, donc dès le CP, on a fait le choix de parler de sujets graves et importants qui sont en général plutôt réservés à des adolescents, en tout cas dans les représentations, mais nous on préfère en parler tout de suite. Dès qu'en fait les jeunes commencent à être exposés au numérique, donc on parle de cyberharcèlement, d'exposition à la pornographie, on parle de pédophilie en ligne, on parle alors de prostitution, mais dans le sens de monétisation en fait de son image. On peut parler on parle de fake news, on parle d'escroquerie, de piratage en ligne, et tout ça encore une fois très tôt. On le fait dans un environnement évidemment adapté pour les enfants, sur un temps aussi qui leur est adapté, donc ça dure 1 heure. On fait 4 interventions chaque jour, partout en France, gratuitement, pour les élèves de primaire, donc du CP au CM2. À partir de la 6e, on fait à peu près la même chose, avec évidemment un discours qui évolue et qui est adapté pour les élèves de 6e. Ça dure 2 heures, on fait 3 interventions par jour jusqu'au lycée. Et puis on fait des interventions aussi pour les parents, pour leur expliquer comment accompagner leurs enfants. Alors autant je dirais que on arrive bien à mobiliser les enfants, parce que bon, d'abord, c'est dans le cadre scolaire et en général, ils sont censés nous écouter, donc ça pose pas de souci. C'est vrai que pour les parents, c'est un peu plus compliqué de les mobiliser parce que ils se déplacent pas. Alors, on trouve une petite parade parce que, évidemment, sensibiliser les enfants
à l'école, c'est normal parce qu'ils y sont. Sensibiliser des parents à l'école, c'est plus compliqué parce que les parents, ils sont pas à l'école, hein, c'est fini pour eux. Ils sont plutôt dans les entreprises, ils sont sur leur lieu de travail. Donc, on travaille de plus en plus avec le champ d'entreprise justement pour sensibiliser les salariés en général sur le temps du midi. Pendant 1 heure, on a largement de quoi les faire monter en compétences sur ces sujets. Et c'est vrai que les parents nous témoignent souvent de leur inquiétude sur le cyberharcèlement, mais en fait, ils connaissent peu, se font beaucoup de représentations, souvent fausses. Il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de ce que peuvent faire les jeunes sur Internet. Et alors, il y a plusieurs messages, mais c'est vrai qu'un des messages que l'on transmet quand on parle aux parents, c'est de prendre un petit peu de temps pour regarder ce que font leurs enfants sur les réseaux sociaux. Non pas pour trahir une forme d'intimité ou d'aller regarder dans le détail ce que les jeunes se disent entre eux, hein, c'est pas le but du jeu, mais tout simplement pour apprendre de nos enfants, parce que souvent les parents disent mais moi j'ai pas eu les réseaux sociaux quand j'étais jeune, j'y connais rien, ça m'intéresse pas, ce qu'on peut tout à fait comprendre et respecter, mais cependant je pense que c'est quand même important quand on transmet un outil à un enfant, d'abord de l'accompagner d'un guide mode d'emploi qui va avec, hein. Quand on prend une voiture la première fois, en général vous avez préalablement appris à vous en servir, c'est comme tous les outils, et le téléphone portable devrait aussi pouvoir bénéficier du même accompagnement. Et puis de regarder un peu ce qui s'y passe, c'est un peu comme de poser la question à la fin de la journée, quand on dit aux enfants, est-ce que ça s'est bien passé à l'école, est-ce que ça s'est bien passé pendant ton match de basket, est-ce que ça a été au centre de loisirs, on devrait pouvoir aussi entendre des enfants nous dire, en ce moment, sur le réseau, je me sens un peu malmené, ou sur mon jeu vidéo, voilà, il y a des petits soucis, pour que tout simplement l'enfant puisse avoir aussi un interlocuteur avec lequel interagir sur ces questions qui sont encore une fois importantes. Et puis parce qu'aussi souvent les parents pourraient se rassurer parce que tous les enfants ne font pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Heureusement tous ne sont pas victimes, et ça permettrait aussi de dédramatiser aussi cette question du numérique qui fait beaucoup parler, qui est encore une fois source de beaucoup de représentations et souvent fausses. Et donc je pense que s'il y avait davantage d'interaction, ça permettrait de calmer peut-être un peu le jeu, ou au contraire de s'inquiéter pour celles et ceux qui malheureusement ne s'inquiètent pas suffisamment. Voilà, et donc pour les parents, on fait ça le soir entre 18h et 20h, et on leur raconte plein de choses aussi pour les aider à être des parents capables d'accompagner les enfants dans la sphère numérique. Et puis pour terminer, on fait aussi des interventions auprès des professionnels, beaucoup les gendarmes, les policiers, les psychologues, des psychiatres, des juristes, des avocats, des juges, qui ont besoin aussi d'avancer sur cette meilleure compréhension du numérique. Donc ça, c'est ce qu'on fait avant. Et puis malheureusement, il y a quand même des problèmes, hein. C'est pas parce qu'on donne les consignes avant qu'il n'y en a pas. Et donc on a aussi un service téléphonique qui s'appelle le 3018, qui est le numéro officiel du gouvernement en charge d'aider les victimes de violences numériques. Il y a le 3020 dont on va certainement parler juste après pour les violences à l'école. Et puis les violences numériques, on les traite en contactant le 3018, qui est un numéro de téléphone. On me demande parfois quel est le numéro du 3018. C'est le 3018, puisque c'est un numéro court. Donc, vous pouvez nous joindre par téléphone. C'est aussi un chat. On peut nous écrire par mail, on peut nous écrire par WhatsApp. Quand vous écrivez au 3018, vous avez des psychologues, des juristes et on va dire des spécialistes des réseaux sociaux et des outils numériques que les jeunes peuvent utiliser, qui d'abord vont comprendre ce que vous dites. Ça, c'est important parce que on se rend compte quand on a des victimes qu'elles ont du mal à savoir vers qui se tourner. On a parlé tout à l'heure des GAFAM. Il n'y a pas un service après-vente de Facebook, Snapchat, Instagram, etc. Si vous êtes en difficulté sur Instagram ou sur n'importe quel autre réseau social, il va falloir vous débrouiller pour d'abord trouver comment on fait un signalement. Bon courage si vous avez à le faire. Alors ça s'améliore un petit peu, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. C'est pas toujours évident. C'est pas des vraies personnes qui vont vous parler au téléphone, hein. Ça se fait par l'intermédiaire de formulaires, de cases à cocher, etc. Donc il faut quand même prendre un petit peu de temps pour comprendre. Et donc c'est vrai que d'avoir une parole qui parle en français, avec des gens qui comprennent ce que vous allez raconter, alors souvent de manière un peu décousue, parce que les victimes nous appellent en général très émues, c'est normal, hein, elles ont vécu une souffrance, elles ont été malmenées, parfois pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et elles ont eu le courage de nous appeler. Donc déjà de comprendre ce qui s'est passé, de leur permettre de mettre des mots sur leurs émotions, de pouvoir calmer peut-être le jeu si tant est qu'on puisse le faire, de leur donner aussi du pouvoir à agir, parce qu'elles sont en général très figées, elles savent plus par quel bout prendre les choses, hein, et c'est vrai qu'il y a des situations qui sont extrêmement compliquées à faire évoluer, donc de leur redonner encore une fois cette capacité à pouvoir se protéger par elles-mêmes. Tout ça on le fait au téléphone, et puis on va signaler, parce que souvent
quand il s'agit de cyberharcèlement, il y a des photos qui circulent, des vidéos, des textes extrêmement agressifs, parfois des vraies photos, parfois des photos truquées. Hein. C'est très facile d'aller avec des logiciels aujourd'hui de modification de photos, de faire croire qu'une personne qu'on affiche est une personne qu'on connaît, et puis en fait c'est un montage. Donc nous, un de nos pouvoirs, c'est de pouvoir faire supprimer ces contenus auprès de tous les réseaux sociaux que vous connaissez, en quelques minutes ou en quelques heures. C'est-à-dire que nous sommes tiers de confiance auprès des réseaux sociaux, encore une fois, que vous connaissez. Et quand moi, par mon équipe, par l'intermédiaire de mon équipe, je fais remonter un signalement par le biais du 3018, bien, on va faire remonter ce signalement par des canaux dédiés qui sont mis à disposition par les réseaux sociaux. Et quand le réseau social va recevoir le signalement, il saura que je l'aurai préparé préalablement. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas n'importe comment et n'importe qui. On va qualifier d'abord ce qui nous est renvoyé par la victime. Donc on va analyser, est-ce que ça vaut le coup effectivement de le remonter ou pas auprès du réseau social. Quand je dis est-ce que ça vaut le coup, c'est est-ce que c'est manifestement illicite, ou même si c'est pas manifestement illicite, est-ce qu'il y a un préjudice, même si la loi est respectée, mais on peut quand même parfois subir des préjudices moraux, par exemple. Il y a des choses qui se font pas dans la vie, même si c'est pas condamnable. Et donc ça, on va pouvoir le faire remonter au réseau social. Et le réseau social saura que j'ai pris le temps de vérifier ce que la victime me dit, j'ai vérifié les éléments de preuve, j'ai constitué une espèce de petit dossier en fait que je vais envoyer au réseau social. Et ça va faire gagner du temps au réseau social, c'est-à-dire que les modérateurs vont pas devoir regarder tous les éléments, ils vont savoir exactement où aller regarder. L'avantage aussi en le faisant remonter ce signalement par le 3018, c'est que les outils que j'utilise me permettent d'expliquer la situation, ce qui est assez rare, parce que quand vous faites un signalement sur un réseau social, encore une fois, c'est que des cases à cocher, vous n'avez pas beaucoup de place pour faire de la littérature, expliquer ce qui s'est passé, etc. Donc nous, on a la capacité de le faire. On le sait, la langue française est très riche et elle est aussi riche pour le second degré, pour le cynisme, pour parfois, avec quelques mots, faire du mal. Et si ce contenu est modéré par quelqu'un qui ne maîtrise pas bien la langue française, ce qui est parfois le cas malheureusement de certains modérateurs, qui sont parfois à l'autre bout du monde, qui ne connaissent pas le contexte français, qui ne connaissent pas, la plupart du temps, qui ne connaissent pas les subtilités de notre langue, bah, parfois on peut avoir un modérateur qui va dire bon, je ne vois pas où est le problème, alors que pour nous, Français, avec notre contexte, avec notre actualité française, on peut se dire, bah si, ça il y a un sous-entendu qui est extrêmement agressif, et donc ça, on va pouvoir l'expliquer et faire supprimer le contenu. Donc tout ça, on le fait depuis 14 ans. La ligne existe depuis maintenant 14 ans. Elle s'appelait effectivement NetÉcoute il y a encore quelques années, depuis maintenant presque 2 ans. Elle s'appelle le 3018. Et tout à l'heure, vous me demandiez quel est le résultat. Dans 95% des cas, on a un retour favorable de ce que l'on a demandé, à savoir la suppression des contenus. Et dans les cas les plus graves, la suppression des comptes même. Alors, ce n'est pas nous qui le demandons, hein, on n'est pas juge de ça, mais c'est le réseau social qui va estimer s'il y a besoin d'une sanction auprès de son utilisateur. Et donc, dans 95% des cas, donc c'est un chiffre important, mais ce n'est pas encore suffisant pour nous, parce que nous, on voudrait 100%. Et dans les 5% qui restent, on a aussi, et c'est aussi toute la force de notre travail, la possibilité de réalerter le réseau social pour dire attendez, vous avez peut-être été un peu trop rapide et on voudrait que vous réanalysiez les choses pour pouvoir augmenter les retours. Alors, dans les réseaux sociaux, je vous disais qu'on avait des bons résultats. Il y a des bons et des moins bons élèves. Je ne peux pas vous cacher qu'en ce moment, Twitter n'est pas le meilleur des élèves. En ce moment, c'est un petit peu difficile de faire des remontées. Depuis à peu près 15 jours, c'est un peu compliqué. Mais on travaille aussi, et notamment avec le gouvernement actuel. On fait partie d'un certain nombre de groupes de travail, d'instances, de laboratoires, d'un laboratoire qui a été lancé il y a quelque temps par le président, justement pour travailler tous ensemble. L'idée, c'est pas de stigmatiser, de dire c'est la faute des réseaux, ou c'est la faute des parents, ou c'est les victimes qui font... Non, voilà, on a parlé d'un monde tout à l'heure, et je pense que dans ce monde-là, on a tous quelque chose à y faire, et l'idée, c'est de faire avancer ce sujet, faire en sorte que les signalements puissent remonter de manière beaucoup plus fluide que ne le font là aujourd'hui, faire en sorte que les systèmes de modération soient beaucoup plus efficaces, qu'il y ait peut-être plus de moyens, plus de réactivité de la part de ces services, pour faire en sorte que quand on est victime, on puisse
puisse être aidé rapidement, puisque la viralité de diffusion de ces contenus va augmenter évidemment la violence de la situation. Et quand on reçoit une situation de cyberharcèlement sur le 3018, c'est toujours une situation d'urgence pour nous. On le traite en flux tendu, c'est-à-dire qu'on a des gens qui font tout le temps ça toute la journée. L'idée étant de ne pas considérer qu'un signalement reçu aujourd'hui sera traité dans 48 heures, parce que c'est autant de contenu qui se diffuse, et donc on est vraiment extrêmement réactif, et on est très très vigilant là-dessus pour justement avoir une capacité d'aide qui soit la plus efficace possible, sachant qu'on est les seuls en France à pouvoir le faire, à tel point que voilà, on travaille effectivement beaucoup avec Stopficha, qui nous fait remonter justement tous ces comptes, parce que souvent les victimes ne sont même pas au courant qu'elles sont affichées de cette manière-là. Et une fois qu'on a les contenus, eh bien nous, encore une fois, ça fait partie de notre quotidien et de notre routine de travail, je dirais. Et donc on peut faire rapidement supprimer les contenus. Donc n'hésitez pas à parler du 3018, utilisez-le si vous en avez besoin, faites-le connaître, parce que c'est gratuit, anonyme et confidentiel, ça ne coûte rien de nous appeler. Et par contre, on peut bien aider les victimes. J'ai répondu à toutes les questions. Tout à fait. Parfait. Il y a aussi une chose dont vous n'avez pas parlé, mais par rapport, vous avez mis en place un coffre-fort, entre guillemets. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Effectivement, depuis un petit peu moins d'un an, à la demande aussi du président de la République, on a lancé une application qui s'appelle l'application 3018, qui a plusieurs avantages, et notamment le fait de pouvoir, quand vous l'utilisez, charger dans un coffre-fort numérique et sécurisé les éléments de preuve dont vous avez besoin pour pouvoir expliquer la situation que vous êtes en train de vivre. Quand vous mettez ces éléments de preuve, donc souvent des photos et des vidéos, dans ce coffre-fort, elles sont protégées, c'est pour ça qu'on dit qu'il est sécurisé, au point que si quelqu'un trouve votre téléphone et veut aller regarder dans vos images, il n'aura pas accès à ce coffre-fort, et du coup, il n'y a pas de risque que ces photos soient divulguées. L'autre intérêt aussi, c'est que quand vous envoyez les photos par l'intermédiaire de votre coffre-fort, ces photos vont arriver directement dans notre logiciel, qui nous permet de faire remonter tous les signalements auprès des plateformes, et ça permet d'accélérer considérablement le temps de traitement. Il y a encore quelques années, on travaillait par l'envoi de mails avec des pièces jointes, on faisait des copies des pièces jointes, etc. Bon, c'était un peu amateur, c'était le début évidemment, ça marchait bien, mais encore une fois, ça mettait du temps. Alors qu'aujourd'hui, si vous envoyez ces éléments de preuve via l'application, ça prend mais vraiment quelques secondes pour nous les recevoir, et après pour les envoyer auprès de la plateforme. L'autre intérêt aussi de cette application, c'est qu'il y a de l'information qui est régulièrement mise à jour justement sur toutes ces nouvelles problématiques, donc ça peut être utile pour les parents. Il y a un quiz aussi qui permet de s'auto-diagnostiquer pour savoir si on est victime ou pas de violences numériques, et notamment de cyberharcèlement, et pour savoir si au bout du compte on se rend compte qu'on est victime, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que souvent, le cyberharcèlement, il souffre d'idées reçues assez robustes. Moi, j'entends souvent ça dit par des jeunes. C'est le cyberharcèlement, on l'a tous vécu, c'est un passage obligé, c'est comme ça qu'on apprend à devenir adulte, ça n'a jamais tué personne, etc. C'est pas vrai, c'est une vraie violence, c'est un délit, et c'est puni par la loi, c'est pas par hasard. Et donc, parfois, de faire ce quiz par des jeunes, par des adolescents, c'est aussi prendre un petit peu de recul par rapport à certaines situations que l'on vit, auxquelles on s'habitue, et c'est pas normal, on ne doit pas s'habituer à vivre des situations de harcèlement. Et une fois qu'on a pris conscience qu'on était victime, du coup on peut mieux agir, et puis se prendre en main, et faire en sorte que ce soit l'auteur qui soit puni et pas la victime. Vous parliez des parents et de la prévention auprès des parents. J'aimerais me tourner vers vous, Sophie Géel, par rapport à l'Observatoire. Est-ce qu'il y a eu des remontées du rôle des parents face à des situations auxquelles ont pu être confrontés leurs enfants? Oui, non, et qu'est-ce qu'ils faisaient face à ce type de situation? Comment dire? Sur les parents, j'aurais deux choses à dire. D'une part, ça fait quand même partie des personnes vers lesquelles se tournent le plus les jeunes. C'est-à-dire, un des problèmes des violences numériques, c'est que les jeunes en parlent peu. Alors ça, on le voit dans des entretiens qualitatifs, c'est-à-dire des entretiens par petits groupes ou individuels. Les jeunes nous disent, pendant un certain temps, j'en ai pas parlé, même à mes amis, avec la peur que ça se diffuse en fait.
Mais ce que nous montre l'observatoire normand, c'est qu'on a 16%, c'est pas, voilà, c'est limité, hein, mais c'est 16% des filles qui se tournent vers leurs parents. Et les filles, les filles sont plus actives. Elles donc elles se tournent davantage vers leurs parents et puis elles signalent aussi davantage. On a une augmentation aussi de la compréhension de l'utilisation, de l'utilité des formes de signalement, même si c'est compliqué, comme vous l'avez dit, particulièrement sur TikTok, à mon avis, mais qui est quand même un des principaux réseaux sur lesquels sont les adolescents, en particulier les plus jeunes d'ailleurs. Mais voilà, donc il y a des actions comme ça. Les parents, ce que moi j'ai vu notamment plutôt dans des approches qualitatives avec des parents, ce qu'on voit de manière un peu générale, un peu statistique, et sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il y a des fortes inégalités sociales aussi qui se jouent dans la manière de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux et dans la manière de se protéger ou d'avoir des formes de prudence. Alors, ça commence à être un résultat très, très fort, statistiquement très fort, observé de façon très forte au niveau international, hein, avec des inégalités numériques qui sont même croissantes. On peut l'observer aussi dans les classes. Moi, je vais aussi dans des classes, mais plutôt pour faire des entretiens. Et on voit très bien que dans les milieux favorisés, les parents qui ont davantage d'usage eux-mêmes, parce que quand vous disiez les parents n'ont pas eu les réseaux sociaux, excusez-moi, c'est pas tout à fait vrai. Maintenant, on a des parents qui ont eu depuis longtemps l'usage de réseaux sociaux. Et donc, ceux qui en ont des usages professionnels ou qui ont eu l'occasion de réfléchir aussi au fonctionnement ou d'apprendre, ils vont ils vont transmettre à leurs enfants des conduites de plus en plus prudentes. Et je vois ça chez les plus jeunes. Au collège. Mais avec des fortes inégalités, parce que ce qu'on voit aussi, c'est que dans les milieux populaires, le fait d'avoir cette abondance de réseaux sociaux, avec les promesses aussi qui sont attachées, les promesses de gagner de l'argent, de gagner des concours, il y a toute une attractivité des réseaux sociaux qui est plus grande dans les milieux populaires et les parents dans ces milieux sont moins avertis ou ont parfois plus de difficultés à placer un certain nombre de limites et puis à donner des conseils. Et aussi à retenir, l'accès le plus longtemps possible, ou en tout cas au moins jusqu'à 13 ans, l'accès aux réseaux sociaux. Donc ce que je vois du côté des parents, c'est cette question de l'inégalité sociale qu'il faut comprendre comme étant une moindre occasion dans le contexte professionnel d'utiliser le web. Et du coup, c'est des parents qui voient le web, pensent que leurs enfants sont plus avertis qu'eux-mêmes du fonctionnement des réseaux et du coup ont plus de difficultés aussi à placer des limites. Un des lieux aussi de prévention qui aujourd'hui nous semble plus important pour toucher les jeunes publics notamment, mais aussi les parents, puisqu'on peut faire parfois des cafés parents. Notamment, nous, c'est ce qu'on fait au sein des CMA. Je sais que d'autres associations, d'autres institutions en font de même. C'est l'établissement scolaire, c'est travailler en direct avec les jeunes et aussi les enseignants. J'aimerais passer la parole à Monsieur Hamadi, notamment concernant le prix non au harcèlement, qui est mis en place par le ministère de l'Éducation. Donc travailler avec les jeunes sur ces questions-là pour les mettre en action, pour qu'ils deviennent acteurs et actrices de la lutte contre le harcèlement, mais aussi le cyberharcèlement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste ce prix ? Et quel est l'impact, quel est l'impact de ce prix réel auprès des jeunes ? Est-ce qu'il y a vraiment un impact lié à la prévention ? Est-ce que ça fonctionne ou est-ce qu'il y a encore des choses à mettre en place en plus que juste ce prix non harcèlement ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à mettre en place, sinon on serait tous satisfaits et tout irait bien. Mais bien au-delà du prix, il y a toute une somme d'actions en fait, qui sont mises en place, qui accompagnent aussi. Le prix n'est qu'une part des actions entreprises au sein du ministère de l'Éducation nationale. Tout d'abord, pour pouvoir répondre à toutes ces problématiques de cyberviolence, il a fallu
ouvrir un volet pédagogique et accompagner les élèves à une meilleure utilisation des outils numériques. Je pense entre autres à l'EMI, l'éducation aux médias, l'information, à la certification PIX et encore bien d'autres volets, le CLEMI, et du travail aussi partenarial pour proposer des outils à nos enseignants. Je pense à Tralaler, qui nous fournit pas d'outils, à cybermalveillance.gouv.fr. Je vous cite ces deux-là parce qu'ils sont en lien sur Internet, vous pourrez trouver des ressources dessus. Et aussi la plateforme phare, donc, qui est la plateforme le programme de lutte contre les violences en milieu scolaire, qui a été mise en place et généralisée cette année, dans lequel on va retrouver des ressources aussi qui sont mises à disposition des personnels, avec des temps de formation, des outils qui vont leur permettre de se former, mais aussi les élèves avec les ambassadeurs collégiens qui vont pouvoir être formés et sensibilisés à toute forme de harcèlement au sens global, mais aussi les familles qui ont des temps de formation qui leur sont proposés en lien avec les établissements. Donc on a tout un panel en fait d'actions de formation et de sensibilisation qui sont mises à disposition pour les personnels, pour les familles et pour les jeunes. Et puis on a aussi le volet de traitement et de suivi des situations. Cette année, à la Direction générale de l'enseignement scolaire, donc, a été ouverte une cellule spécifique qui travaille sur le cyber, qui accompagne donc le réseau national de référents harcèlement académique et départementaux qui ont en gestion donc les situations au plus proche du terrain. Et le lien aussi donc est fait avec la plateforme phare entre ces référents et les acteurs du terrain qu'on appelle les superviseurs académiques qui vont accompagner donc les équipes ressources formées directement donc avec ces programmes qu'on a mis en place sur phare et qui vont accompagner sur tout ce qui est volet de prévention et de sensibilisation et de traitement des situations directement dans les collèges. On a 5 personnes qui sont formées sur les collèges et aussi les écoles avec les circos. Donc il y a à la fois le volet prévention au sens global et aussi le volet de traitement des situations. Et donc le programme, en fait, le prix non harcèlement, lui repose au sein du programme phare parmi un plan d'action à entreprendre tout au long de l'année. Et il y a 3 grands temps qui sont posés, qui sont d'abord la journée nationale de lutte contre le harcèlement, dont vous avez dû tous entendre parler, qui a été le 10 novembre cette année, avec la présentation du clip de sensibilisation qui traite sur l'altérité et tout un dossier pédagogique pour permettre justement dans les écoles de discuter de ce clip, de travailler sur la vision qu'on peut avoir de l'autre, sur l'empathie, sur les compétences psychosociales que l'on peut avoir. Et ensuite, le deuxième point, c'est donc le prix non harcèlement, où avec une mobilisation des écoles, des collèges et des lycées sur une production, soit d'une œuvre, d'images ou de photos, ou d'une vidéo, avec une catégorie spéciale cyber, dans laquelle les établissements autour du projet pédagogique qu'ils auront de sensibilisation et de lutte contre le harcèlement vont pouvoir produire une vidéo qui va leur servir de point d'appui de sensibilisation auprès des élèves. Donc produit par les élèves, accompagné bien sûr par les personnels de l'établissement, mais c'est une production pour eux, par eux, et pour avoir une réponse propre dans leur établissement à eux-mêmes. Et le troisième volet, c'est donc le Safe Internet Day, qui sera le 7 février, qui est porté par Internet sans crainte et notre ministère, et qui a pour volonté d'accompagner, de sensibiliser à tous les risques en général qu'il y a sur Internet, et dans lequel l'ensemble des partenaires que l'on a participent, dont IA Enfance. Et donc vous avez en gros un programme systémique qui va mobiliser à tous les échelons, que ce soit au ministère, que ce soit dans le rectorat, que ce soit dans les DSDN, que ce soit dans les établissements, que ce soit dans les familles, autour des jeunes, pour pouvoir essayer de les accompagner et de les sensibiliser surtout aux risques qu'ils peuvent avoir et essayer de traiter les situations qu'ils rencontrent au global. Vous parliez d'ambassadeurs non harcèlement au sein des établissements scolaires. Est-ce que vous avez aujourd'hui une idée à peu près de combien on a d'ambassadeurs et comment faire en sorte que les jeunes
deviennent encore plus acteurs et actrices de la lutte contre le harcèlement scolaire, mais pas seulement dans les établissements scolaires, mais aussi comment ils peuvent sensibiliser autour d'eux, dans leur famille, auprès des amis ou dans des associations pour lesquelles ils militent. Alors, je n'aurai pas le nombre exact d'ambassadeurs. Normalement, il y en a dans tous les collèges cette année avec la généralisation. Vous en aviez déjà avant dans les lycées, parce que depuis le 2019, il y avait déjà des formations à destination des lycéens, et peut-être que vous en avez croisé ou peut-être que vous en avez été aussi. Donc, il y a un grand panel déjà d'ambassadeurs existants dans les lycées et dans les collèges. Mais je ne pourrais pas vous donner là tout de suite le nombre exact, plutôt en fin d'année, où on aura une évaluation de tout ce qui a été mis en place. Une évaluation aussi du climat scolaire qui est faite par les établissements avec les ELCS. Et une évaluation, nous aussi, du programme phare prévu en fin d'année. Donc, les ambassadeurs, c'est tout de même un bon point d'entrée, parce que ça permet aussi aux jeunes de discuter entre eux, entre pairs. Ils n'ont pas tout le temps la volonté de se diriger non plus vers un adulte de l'établissement, ni peut-être pas vers un adulte de leur propre famille ou un adulte de leur environnement. Donc il a fallu aussi penser à ça, à leur proposer des relais. Et aussi, peut-être qu'ils n'ont pas non plus envie de se diriger vers une personne, ni un jeune, ni un adulte. Et c'est pour ça qu'ont été mis à disposition les 2 numéros d'appel. Le 30-20 pour les situations de harcèlement et le 30-18, comme l'a présenté Samuel Comblé, sur les situations de cyberharcèlement et de cyberviolence, avec qui on travaille au quotidien, en partenariat, qui nous transmettent les situations qui concernent les écoles, que nous transmettons directement à travers une application à nos référents harcèlement que je vous citais tout à l'heure, pour pouvoir lier directement avec les établissements et essayer de répondre au plus vite. En dehors du fait que les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent être un danger par rapport aux questions de cyberviolence, ça a aussi permis énormément de libération de la parole auprès d'associations ou de hashtags tels que le hashtag MeToo. On a aussi Black Lives Matter. Ces réseaux sociaux ont vraiment permis de libérer la parole des victimes, mais aussi des personnes témoins qui souhaitent aider les personnes pouvant être victimes de ce type de cyberviolence. Avec le hashtag Stop Chicha, ça a été un peu le cas aussi. Chanley, le fait était de libérer la parole et de parler encore plus de ce qui pouvait se passer sur les réseaux sociaux et de la divulgation d'images sans le consentement des victimes. Est-ce que, en quoi aujourd'hui ces types d'actions sur les réseaux sociaux permettent de mettre en lumière ce qui se passe et de parler un peu plus de sujets tels que les violences sexistes et sexuelles qui se passent à la fois dans notre société mais aussi dans notre société en ligne, et quelles ont été aussi un peu les retombées que vous avez pu avoir suite au lancement de ce hashtag? Je pense que déjà l'histoire des hashtags et des mouvements sociaux, digitaux en ligne, c'est quelque chose qu'en réalité qui n'est pas si récent que ça. Enfin, même si il y a quand même eu une grosse montée de tout ça, je crois qu'un des premiers mouvements sociaux digitaux, ça a été avec les printemps arabes en 2011. Et en fait, ça a été connu comme l'un des plus grands mouvements social, digital, je ne sais pas trop comment formuler ça, mais recensé notamment par les chercheurs. Et du coup, je voulais juste mentionner ça parce que je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai que ces derniers temps, notamment depuis le hashtag MeToo, enfin maintenant ça fait 5 ans, que le mouvement global a été lancé. Et il y a eu tellement de hashtags, tellement de mouvements sociaux, tellement de militantisme, de cyberactivisme qui a émergé. Moi, par exemple, je suis un bébé de ce hashtag, et comme beaucoup d'autres finalement. Et moi, je pense aux hashtags qui ont émergé dans le cadre français. Par exemple, Balance ton port. On a eu Sciences Po pour Sciences Po. On a eu tellement de hashtags, la liste est tellement longue. Et en fait, la force du hashtag aussi que nous, on a lancé Stop Chicha, c'était justement, donc comme je vous ai raconté tout à l'heure avec ce qui s'est passé pendant le confinement en avril 2020, en fait, quand j'ai vu tout ce qui s'est passé, avec d'autres copines, d'autres victimes et d'autres personnes qui voulaient aussi en fait changer les choses, quand on a créé un groupe et qu'on a vu tout ça, en fait, c'est là où j'ai lancé l'alerte avec le hashtag Stop Chicha, pour dire Stop Chicha en gros. Et la force des hashtags aujourd'hui, c'est que non seulement ils ont la force
de pouvoir mettre des choses en lumière, de dénoncer des choses, mais c'est aussi de servir de centre d'information pour les victimes. Moi, c'était vraiment les deux buts que j'avais, les deux idées. En fait, derrière ce hashtag, c'était d'abord dénoncer, d'interpeller à travers ce hashtag, mais également de pouvoir relayer toutes les informations pour les victimes. Parce qu'à l'époque, pendant le confinement, on signalait aux plateformes. Les plateformes nous disaient qu'en raison du Covid-19, on ne peut pas prendre votre signalement en compte parce qu'on a moins d'effectifs. On se tourne vers la police qui nous dit en raison du Covid, du confinement, vous ne pouvez pas déposer plainte, il y a des priorités. Donc finalement, il y a eu un vide qui était juste énorme. Et en fait, c'est de là en fait, que la nécessité de ce hashtag pour dire que oui, en fait, vous pouvez déposer plainte, que oui, en fait, il y a des plateformes comme Enfance qui existent et qui peuvent en fait, donner de la force à votre signalement. Et finalement, on a été rejoints par une avocate. Il y a tout plein de monde aussi qui en relayant ce hashtag ont pu joindre en fait le mouvement, et je pense que c'est vraiment là la force des hashtags. Après, je voulais aussi mentionner que quand on s'exprime en ligne, c'est aussi un risque, surtout pour les femmes qui défendent d'autres femmes et des activistes féministes, c'est un risque de prendre encore plus de violence et de cyberviolence. Et moi, ça a été mon cas quand j'ai lancé cette alerte sur les réseaux sociaux. Et j'ai commencé les premières presses, il y a eu un écho médiatique. Après, quand il y a eu le déconfinement, on m'a reconnu dans la rue, on m'a agressé dans la rue, dans les gares, etc. Et en fait, en plus des cyberviolences que je subissais déjà à l'époque, en fait. Et je me rappelle que j'ai eu un énorme raid. Donc un raid, c'est un cyberharcèlement massif d'une communauté de 233 000 membres, un groupe sur Telegram de 233 000 membres, qu'on dit, cette fille, elle veut nous nuire, en parle de moi, allez la signaler, allez la harceler. Et donc là, j'ai reçu des centaines de messages et de commentaires en l'espace de 20 minutes, et j'étais à table, et dès que j'ai vu toutes ces notifications, j'ai désactivé mon téléphone, enfin pas désactivé mon téléphone, mais j'ai en fait désactivé mon compte temporairement, et parce que j'avais pas d'autre choix, en fait. À ce moment-là, c'était une violence inouïe. Et du coup, je sais pas trop comment finir tout ça, à part que les militantes féministes qui parlent en ligne prennent également le risque d'être cyberharcelées davantage. Et oui, et je voulais rajouter un dernier point aussi, c'est que finalement, la force des hashtags et des mouvements sociaux digitaux, c'est qu'en fait, c'est aussi un challenge pour l'État, un challenge pour les plateformes, et dire finalement que il y a une impunité qui est là, il y a une impunité qui persiste, et c'est finalement donner un challenge à l'État. Il faut que vous saisissiez de cette question. Je voulais juste rebondir avant de laisser Sophie qui va aussi rebondir. Selon une étude, il y a un Français sur 3 qui a déjà tenté de signaler des contenus sur les réseaux sociaux, et pour qui c'est jamais aller plus loin que juste signaler. Donc ça démontre aussi à quel point aujourd'hui les plateformes, par le biais de leur signalement et de la modération et l'algorithme, parce que avant que ça soit un humain qui joue le rôle de regarder c'est quoi le contenu qui vient d'être signalé, c'est déjà un rôle par rapport aux algorithmes, ces algorithmes qui font attention de savoir quel type de contenu, est-ce que ça rentre entre guillemets dans ce qu'on leur a appris en termes de signalement ou pas. Et après, à ce moment-là, il y a potentiellement une autre personne qui arrive physiquement, et après, justement, comme disait Samuel, en fonction des pays, etc., ça ne fonctionne pas de la même manière, et donc on peut avoir des problèmes. Sophie. Merci. Oui, je voulais juste rebondir sur deux choses. D'une part, dire qu'effectivement, c'est le problème du signalement, et on le sait au niveau de la Commission européenne qui fait des contrôles, qui réalise des contrôles, alors je ne sais plus, un temps c'était tous les 6 mois, ou en tout cas chaque année, on se rend compte que selon la personne qui va déposer un signalement, les plateformes réagissent différemment. Donc ce que veulent les plateformes, c'est résoudre tous les problèmes par des algorithmes, c'est-à-dire par des machines, sans payer de modération humaine, en payant le moins possible. Donc Twitter a licencié une grande partie de ses modérateurs, mais Meta veut faire la même chose. Donc ça veut dire que ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils suppriment, et si vous allez voir les rapports qu'ils publient, ils suppriment 95 voire 98% des contenus qui leur semblent à eux, selon leurs propres règles, non souhaitables sur leur plateforme. Et ils considèrent donc qu'ils n'ont pas besoin en fait du signalement. Le signalement, c'est ce qu'ils font
parce que les autorités publiques leur ont demandé de mettre ça en place, mais il y a beaucoup de résistance. Donc c'est extrêmement précieux de pouvoir s'adresser à e-enfance ou au 30-18 pour obtenir cette suppression. Il y a encore une faible pourcentage de personnes, y compris des étudiants, il y en a qui sont dans la salle, qui connaissent ce numéro et qui peuvent l'utiliser. Donc ça, c'est la première chose. Il y a aussi Pharos qui fait le même genre de travail du côté de la police. Mais ce que je voulais dire en écho à ce que disait la représentante de Stop Ficha, Charlène, c'est que nous avons fait une enquête avec Laurence Corroy, donc une collègue en sciences de l'information et de la communication, auprès d'un certain nombre de représentants d'associations féministes où on a beaucoup parlé de féminisme et de sexisme. Il faut penser que l'homophobie est aussi un motif très important de violence, et donc que les jeunes homosexuels reçoivent aussi beaucoup quel que soit leur genre, reçoivent beaucoup aussi de messages haineux. Mais ce qui nous a sidérés toutes les deux quand nous sommes allés rencontrer des associations comme Oser le féminisme, ou des associations comme Stop Homophobie, ou des associations comme la LICRA, c'est à quel point les défenseurs des droits humains, et donc je pense que vous en faites aussi partie, dès lors que vous avez une parole publique au nom de la défense des droits humains, les défenseurs des droits humains sont particulièrement harcelés. Et moi, je souhaiterais, je vous dis ça parce que j'en profite, peut-être que ça pourrait être relayé, et moi je souhaiterais ça me paraîtrait légitime que les personnes qui sont des représentants, non pas de l'autorité publique, mais d'associations qui défendent les droits humains, eh bien que le harcèlement qui leur est fait soit punissable de façon beaucoup plus rapide et sanctionnable de façon plus élevée qu'un simple particulier. Parce que c'est un enjeu important, qu'effectivement, étant donné la faible régulation publique sur les plateformes numériques, étant donné la faible modération, on a absolument besoin du travail que vous réalisez. Et donc, les attaques qui sont faites contre ces personnes sont particulièrement scandaleuses. Vous parlez tous par rapport aux questions de modération. Il est vrai qu'aujourd'hui, on remarque de plus en plus que certaines personnes ont le monopole aujourd'hui des plateformes numériques. Là, on parle des plateformes numériques, des réseaux sociaux, mais il y a aussi des personnes qui ont le monopole de certains médias, à la télévision ou autre part. Ça pose aussi question aujourd'hui que certaines personnes puissent avoir le monopole sur ces plateformes et souhaiter faire un peu ce qu'elles veulent par rapport à la liberté d'expression sur ces plateformes, et un peu choisir aussi la censure qu'elles souhaitent mettre en place directement sur ces plateformes. Et je pense que on a la chance aujourd'hui d'avoir du coup Maïtani qui est là avec nous par rapport à l'association donc Framasoft. Il existe aussi d'autres outils, d'autres plateformes permettant beaucoup plus respectueuses des utilisateurs et utilisatrices, notamment par rapport à leurs droits. Et je trouve assez intéressant par rapport à la modération aujourd'hui, comment elle est traitée sur les plateformes réseaux sociaux type Meta ou alors avec Twitter, de comment ça fonctionne. Donc on parlait par rapport avec les algorithmes qui ont déjà un premier rôle dans cette modération, puis après l'humain, entre guillemets, qui revient prendre sa place pour faire le choix ou non de considérer ces propos comme étant des propos haineux ou discriminants. Juste avant de vous laisser la parole, moi j'aimerais juste un peu reprendre deux exemples qui sont pour moi assez flagrants du rôle des algorithmes aujourd'hui. C'est notamment par rapport au confinement, qu'on a pu voir aux propos haineux, discriminants concernant la communauté asiatique, allant jusqu'à des violences physiques envers ces communautés, où les algorithmes ou les plateformes ont mis énormément de temps avant de supprimer ces contenus haineux, discriminants, jusqu'à l'appel à la mort parfois de certains et de certaines. On a aussi pu récemment, alors je vais peut-être me tromper au niveau de la prononciation, au Myanmar, avec les Rohingyas qui ont été torturés, tués suite à des propos haineux multipliés sur les réseaux sociaux et qui ont été menés, qui ont été montés de plus en plus grâce aux likes, au fait de commenter. Donc l'algorithme a mis en avant ces propos haineux et discriminants. Meta a laissé faire ces choses et n'a pas décidé de supprimer ces contenus haineux
et discriminant, appelant à la mort de cette communauté dans ce pays. Donc ce qui démontre aussi à quel point ces propres réseaux sociaux peuvent aussi avoir un impact non négligeable sur des tueries de masse aujourd'hui. Et donc j'aimerais un peu parler avec vous de justement comment fonctionnent ces modérations, quelles sont les limites de ces modérations aujourd'hui, et quels autres outils on peut utiliser pour un peu avoir un peu plus un outil respectueux envers l'utilisateur, utilisatrice, qui soit beaucoup plus en sécurité lorsqu'il est sur Internet. Ok, on n'a pas 3 heures, donc c'est parti. Alors, pour parler des réseaux sociaux les plus connus, donc j'ai parlé de réseaux sociaux capitalistes, pour pas juste me limiter aux GAFA, mais pour parler de tous et de ceux qui existent et ceux qui n'existent pas encore, parce que le modèle finalement se répète, se duplique à chaque nouveau réseau social. Alors, ces réseaux sociaux capitalistes, ils ont comme modèle économique la publicité et la dernière évolution, moi je dis en conférence l'évolution Pokémon de la publicité maintenant, après la captation des données pour proposer toujours plus de pubs. Maintenant, l'idée c'est d'influencer les comportements des personnes. Je passerai rapidement en citant l'affaire Cambridge Analytica qui a permis d'influencer plus ou moins l'abstention des personnes et qui a permis notamment à Trump de se faire élire ou au Brexit d'avoir lieu. Je passe vite sur les références, vous en trouverez en ligne, je fais une conférence sur le sujet si ça vous intéresse. Et donc, une fois que les plateformes, elles gagnent de l'argent en proposant de la publicité notamment, donc pour proposer de la publicité, il faut que les gens restent sur la plateforme. Pour que les gens restent sur la plateforme, ce qui fonctionne le mieux, c'est de leur montrer du contenu qui est clivant ou qui les indigne. Qu'est-ce qui est le plus clivant comme type de contenu ou qui indigne le plus? Et ben, ce qui gagne le championnat, c'est les contenus d'extrême droite, donc qui sont dans la provocation, qui sont dans mettre en opposition très forte des catégories de population par rapport à d'autres, des qui seraient meilleurs et des qui seraient moins bien. Donc évidemment, les femmes, les personnes racisées, les personnes homosexuelles, enfin, on décline à l'envi. Et donc, puisque ces contenus-là suscitent le plus de réactions, ils sont mis en avant par les algorithmes. Et du coup, il y a quelque chose qui s'entretient. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas trop qu'on parle d'une montée des violences, parce qu'en fait, les plateformes, au fur et à mesure du temps, elles peaufinent leurs algorithmes pour gagner le plus d'argent possible, et donc elles mettent de plus en plus en avant les contenus d'extrême droite. Ce qui fait qu'on a une augmentation de la diffusion des discours de haine, donc une augmentation des discours prônant la violence et une baisse de tout ce qui est dans la tolérance ou dans la compréhension de chacun dans sa différence, quoi. Donc, ça c'est le modèle mis en place par les plateformes. Et donc, je me permets de dire quelque chose qui peut être un peu clivant, qui est que donc, ces plateformes, elles ont un intérêt économique à ce qu'il y ait de la violence qui se diffuse. Et donc, alors qu'il y a beaucoup de militantes, notamment, bon, moi je suis militante féministe, donc je vais parler de ce que je connais le mieux, qui disent que Twitter ou les grandes plateformes capitalistes devraient faire mieux, moi je pense qu'elles ne peuvent pas faire mieux. Parce que si elles font vraiment mieux, elles mettent à mal leur modèle économique. Et donc elles ont une volonté qui ne peut pas être affichée, bien sûr, de ne pas faire mieux parce qu'elles sont progressistes, mais vous voyez bien que c'est votre modèle économique, il est lié au fait que les gens ils soient beaucoup sur votre plateforme, et qu'ils sont beaucoup sur votre plateforme si jamais ils sont très énervés et si jamais ça propage des discours de haine, bah vous n'avez pas intérêt à mettre en place une grande politique de modération. Et j'en veux pour exemple notamment qu'il y a très peu de modérateurs, donc moi je connais bien Twitter, sur Twitter c'est ridicule, j'ai noté les chiffres, mais il y a un modérateur pour 200 000 personnes. Et ça, c'est au niveau international, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, parce que Twitter ne donne pas les chiffres, combien il y a de modérateurs selon les pays. Et donc, un modérateur pour 200 000, mais peut-être qu'il y a beaucoup plus de modérateurs qui parlent anglais que ceux qui parlent français. Et donc, comme ça a été dit précédemment, bah, si jamais il n'y a pas de modérateur français, on ne comprend pas le contexte, on ne comprend pas bien les tenants et les aboutissants d'un contenu, et donc on ne peut pas bien faire de modération. Et ces plateformes, elles sont en tête de la bourse internationale, donc elles ont les moyens de le faire, mais juste ça coûte trop cher de payer des humains. Et donc elles disent, ne vous inquiétez pas, on va faire gérer tout ça par des robots. Et moi je pense que ce n'est pas possible de faire gérer tout ça par des robots. Je pense que c'est une vision technosolutionniste, parce qu'il y a une importance capitale dans la modération de comprendre le contexte.
Et donc les robots ne peuvent pas bien comprendre le contexte en fait. Donc on pourrait dire, il y a des personnes qui disent oui quand ça sera vraiment très bien entraîné, et puis que ça sera, donc là c'est fait par des développeurs qui sont des mecs blancs d'une trentaine d'années, qui n'ont pas encore complètement déconstruit les schémas patriarcaux. Donc il y a oui quand ça sera vraiment bien éduqué et qu'on aura, on aura enlevé tous les biais qu'on met dans les robots. Et ben j'espère que vous êtes patients, parce qu'en fait je pense que ce monde ne va jamais arriver. Et donc que les plateformes vont toujours nous dire non mais attendez, ça arrive bientôt, c'est pour ça qu'on met pas de l'argent dans la modération, et qu'en attendant il y a des gens qui se font harceler, on est toujours en train d'attendre. Voilà, donc ça c'est pour la partie réseau social capitaliste. Et nous à Framasoft, donc on fait plusieurs choses, dont proposer des outils alternatifs, et dont un réseau social alternatif qui s'appelle Mastodon. Alors il y a Mastodon, on en entend un peu parler en ce moment, parce que comme les gens fuient Twitter en se disant que quand même Musk c'est lui aussi une super évolution Pokémon de ce qui se fait de pire, ça serait mieux de partir pour aller ailleurs. Et donc Mastodon est une alternative qui se fait connaître. Ce qui me semble moins intéressant avec Mastodon, c'est que c'est pas un mec qui gère une super entreprise et qui décide pour tout le monde. C'est un réseau social qu'on appelle décentralisé. Alors c'est un peu technique, c'est le moment où j'ai besoin de votre attention, mais il n'y a pas un seul Mastodon comme il y a un seul Twitter. C'est-à-dire que Twitter, c'est un réseau social centralisé. Et Mastodon, c'est un réseau social décentralisé, c'est-à-dire qu'il y a le Mastodon de Framasoft qui est connecté à tous les autres Mastodons. Donc il pourrait y avoir un Mastodon de l'Université de Saint-Denis, un Mastodon des CMEA qui organise la conférence, et on est interconnectés les uns avec les autres. Et bon, donc on peut discuter les uns avec les autres. L'avantage de ça, c'est que du coup, Framasoft héberge une petite quantité d'utilisateurs, a ses propres règles de modération, donc on a décidé collectivement au sein de l'association de quelles étaient les règles de modération, et donc peut effectuer la modération à son niveau. Et donc nous, si on fait le calcul, on est à un modérateur pour 500 utilisateurs actifs, 2500 en vrai, mais ils ne sont pas tous actifs, donc on va dire 500 utilisateurs actifs. Donc vous voyez bien qu'entre nous, un modérateur pour 500 utilisateurs actifs et Twitter qui fait un modérateur pour 200 000, ça n'a rien à voir. Et donc, je pourrais revenir dessus, mais on fait une modération qui me semble être, moi, d'une bien meilleure qualité. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui sont arrivées de Twitter sur Mastodon et qui ont dit, des journalistes, notamment une journaliste d'Arrêt sur Image, qui est une femme racisée et qui a dit au bout de 3 jours, mais c'est incroyable, je ne me suis pas encore fait harceler. Quel est ce réseau social? Et la réponse est, en fait, parce que nous, on les vire, les harceleurs. Alors, voilà, on vire, je dirais globalement, on vire les fachos, mais voilà, en fait, les gens qui ont des positions assumées sexistes, homophobes et compagnie, en fait, ils dégagent et il n'y a pas de négociation. On n'est pas sur « Ah, on nous a fait un signalement, on n'a jamais eu de nouvelles. » Nous, on les sort. Voilà, je pourrais rentrer dans le détail, mais je ne veux pas accaparer le temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Si. Justement, un peu pour rebondir, récemment, là, il y a eu des chiffres qui sont sortis concernant ce que pensaient les Français face à la modération sur les plateformes, et 45% des Français pensent que les réseaux sociaux ne font pas assez concernant la modération de leurs plateformes. Donc on remarque encore plus que, effectivement, là c'est les Français, mais je pense qu'on n'est pas les seuls dans le monde à voir que le fonctionnement de la modération aujourd'hui, comme elle fonctionne, ne correspond pas aux attentes des utilisateurs et des utilisatrices qui souhaitent avoir accès à des plateformes beaucoup plus respectueuses de leurs données notamment. Juste à titre indicatif, 8 € par trimestre, c'est les données personnelles qui sont revendues 8 € par trimestre par Facebook, donc ce qui est assez important. En fait, il faut savoir aussi comprendre, je pense que vous pourriez peut-être en dire un peu plus, mais nos données personnelles aujourd'hui, elles ne sont pas propres lorsqu'on utilise les réseaux sociaux. Tout ce que nous publions sur ces plateformes numériques, même si du type Snapchat, qui est normalement un contenu éphémère, en réalité tout est gardé quelque part et rien n'est effacé. Il y a toujours la possibilité de retrouver un jour les contenus sur les serveurs notamment, parce que c'est là-bas où sont gardés tous ces types de contenus. Nos données personnelles sont revendues à des publicitaires, à des entreprises. Et donc, il y a aussi ce côté-là dont on fait très attention les plateformes, je peux le dire, libristes, qui font énormément attention aux données personnelles de leurs utilisateurs et qui ne vont pas aller revendre, faire du marketing derrière.
Oui, et du coup, je rajouterais que en fait, les données personnelles, c'était intéressant avant. Maintenant, ça se vend pour une poignée de pain, donc c'est plus intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on devine de vous. Et donc, les plateformes capitalistes numériques ont des connaissances sur vous et sur nous, en fait, qu'on n'a même pas. C'est-à-dire qu'elles savent à quel point on est influençable par les autres. Notre degré de neuroticisme. Alors, c'est quoi le neuroticisme? C'est la persistance des émotions négatives sur nous. Voilà, je ne sais pas qui ici connaît son degré de neuroticisme, mais nous, on ne le sait pas, et les plateformes le savent. Et donc, comme elles le savent, c'est ce que je disais au tout début, les données personnelles, c'était avant, la publicité, c'était avant. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'influencer les gens et les perceptions. Notamment parce qu'en fait, si jamais... parce que ça se vend très très cher de pouvoir cibler une catégorie de la population, et que si moi, je suis capable de cibler très précisément une catégorie de la population, et ben par exemple, si je suis un parti politique, que j'ai envie de me faire élire, ben, j'ai un très fort intérêt à aller cibler une certaine catégorie pour les encourager à aller voter, et à cibler une autre catégorie en leur disant non, franchement, c'est pas intéressant que tu ailles voter. T'es hésité entre t'abstenir et aller voter, bah n'y va pas, c'est pas intéressant. Et ensuite, ça provoque des effets d'influence qui sont suffisamment importants pour faire remporter des élections. Et un autre souci de ça, c'est qu'on est au courant de ces affaires, qu'au moment où il y a des personnes en interne de ces réseaux sociaux qui les sortent. J'ai beaucoup fait cette conférence pendant les élections françaises où les personnes me disaient « Mais du coup, ça veut dire que ça se passe actuellement en France ?» Et je leur disais « Je ne sais pas, mais personne ne peut savoir parce qu'on le saura peut-être, si jamais ça a lieu, plus tard, parce que quelqu'un en interne trouvera que c'est trop problématique et fera sortir les dossiers. » Et donc c'est cette opacité totale sur les connaissances que les plateformes ont sur nous et comment elles les utilisent contre nous, à nos dépens, qui est profondément problématique, et ce contre quoi tous les réseaux sociaux alternatifs, notamment portés par le logiciel libre, donc l'association Framasoft notamment, se portent en opposition, quoi, ouais, parce qu'on se dit que c'est pas terrible. Voilà, à minima. Merci beaucoup.